Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 12 ans, m'a envoyé un email directement depuis une retraite de yoga. J'ai rencontré quelqu'un qui mérite mon temps. J'ai déjà transféré ton héritage sur mon compte personnel. Je lui ai simplement répondu, merci de m'avoir prévenu. Le lendemain, lorsqu'elle a contacté son avocat, elle a laissé tomber son téléphone sous le choc. 12 ans de mariage, et elle décide de tout finir par email. Aucune excuse. Aucune explication. Juste une affirmation qui allait tout changer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout cela était déjà surveillé. Et que je n'étais pas du tout surpris. J'ai rencontré quelqu'un qui mérite mon temps. Je m'appelle Miles Hartley. Je suis architecte commercial, j'ai 44 ans et je vis à Savannah, en Géorgie. J'étais assis dans mon bureau à domicile, fixant un email de ma femme, Kendra, avec qui j'étais marié depuis 12 ans. Elle était censée être dans une retraite de yoga en Arizona. L'email était daté de 23h22, heure locale là-bas. J'ai transféré ton héritage sur mon compte personnel. C'est mieux comme ça. En pièce jointe, une photo floue, elle et un type barbu sur un balcon, un coucher de soleil en arrière-plan, des verres de vin à la main. Son sourire n'avait rien à voir avec ceux qu'elle m'avait donnés ces dernières années. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau et j'ai regardé dans le jardin, celui que nous avions rénové ensemble 3 étés plus tôt. L'allée en pierre, c'est moi qui l'avais posée. Elle plantait des hortensias tout autour. Tout cet effort pour une maison à laquelle elle n'avait clairement plus l'intention de revenir. Cet argent, 587 000 $ laissé par ma tante Hélène, ce n'était pas qu'une somme sur un compte. C'était la mémoire de la femme qui m'avait recueilli après la mort de mes parents, quand j'avais 14 ans. Elle travaillait en double au service de nuit à l'hôpital pour payer mes études. Et elle m'avait tout légué, avec un simple mot. Construis quelque chose qui dure. J'ai regardé mon téléphone. Aucun appel manqué. Aucun message pour me demander si j'avais vu l'email. Juste du silence. Comme si elle avait déjà commencé une nouvelle vie. Les signes étaient là depuis des mois. Les retraites de yoga de Kendra devenaient de plus en plus longues, 2 jours, puis 4, puis une semaine entière. Son téléphone toujours posé face contre la table. Les mots de passe changeaient. Les conversations devenues brèves. 3 mois auparavant, elle avait commencé à poser des questions bizarres sur l'héritage. Où exactement était l'argent, dans quelle banque, si on ne devrait pas diversifier les placements. J'avais acquiescé, lui disant que j'allais y réfléchir. J'ai rouvert le portable et relu son message. J'ai remarqué qu'elle n'avait même pas pris la peine d'écrire une salutation. Pas mon prénom. Juste la déclaration et le vol. J'ai répondu par seulement 6 mots. Merci de m'avoir prévenu. J'ai refermé l'ordinateur, fini mon verre d'eau, et je suis allé me coucher. Le lendemain serait long. Mais allongé seul dans ce grand lit, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me déranger, mais ne m'a pas dérangé. J'ai dormi mieux en sachant qu'elle ne rentrerait pas à la maison. Ce que Kendra ignorait, c'est que je savais déjà depuis des mois qu'il y avait un problème. L'héritage n'a jamais été là où elle croyait. Et sa tentative de le voler m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré Kendra il y a 15 ans, lors d'une conférence professionnelle à Charlotte. Elle lançait sa marque de bien-être et cherchait des architectes pour concevoir sa première boutique. J'avais 5 ans de carrière, avide de projets autres que des immeubles de bureaux ou des parkings. 3 ans plus tard, on se mariait. On a construit notre vie à Savannah, où mon cabinet d'architecture est basé. On a acheté cette maison de style craftsman sur Victory Drive, avec la véranda dont elle avait toujours rêvé. Pas d'enfant, son choix. Mon entreprise et mon bébé, disait-elle. Je comprenais. Mes bâtiments, c'étaient mes enfants. Pendant 8 ans, tout allait bien. Je dessinais des plans. Elle développait sa marque de produits bio et ses retraites bien-être. On voyageait. On organisait des dîners à la maison. Sur le papier, et en apparence, on avait l'air d'un couple solide. Puis, ma tante Hélène est tombée malade. Un cancer. Rapide et impitoyable. J'ai pris un congé partiel de 6 mois pour m'occuper d'elle à Atlanta. Kendra l'a visitée 2 fois. Les hôpitaux me dépriment, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas insisté. Quand Hélène est décédée, elle m'a tout laissé. Le montant m'a surpris, je ne savais pas qu'elle avait autant économisé ni investi avec autant de soin.
Kendra a aussi été surprise. Et soudainement, elle est devenue très intéressée par nos finances, bien plus qu'avant. On devrait utiliser cet argent pour développer mon entreprise, a-t-elle proposé un soir, pendant le dîner. Son entreprise, elle voulait dire. Je dois réfléchir à ce qu'Hélène aurait voulu, ai-je répondu. Ce fut la première fissure. Petite, mais visible. Et d'autres ont suivi. Kendra a commencé à voyager plus souvent, pour de la recherche ou des réunions avec des fournisseurs. Les appels sont devenus plus courts, souvent avec des voix en arrière-plan qui se taisaient quand je demandais avec qui elle était. Notre voisin, Franck, est passé un après-midi pendant que Kendra était en retraite à Sedona. J'ai vu quelqu'un la déposer chez vous la semaine dernière, m'a-t-il lancé, l'air de rien. Assez tard, non? Je croyais que tu étais en déplacement. Et j'y étais. Une conférence de 3 jours à Boston. J'ai remercié pour le pain fait maison que la femme de Franck avait envoyé. Je n'ai posé aucune question. J'ai juste gardé l'information. Après cela, les changements de mots de passe ont commencé. Les applications bancaires se sont mises à être bloquées, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et dès que je posais des questions plus précises sur l'argent, la conversation s'interrompait brusquement. Une nuit, j'ai trouvé Kendra dans le jardin, au téléphone. Elle parlait à voix basse, riait. Un rire qu'elle n'avait plus eu avec moi depuis longtemps. Juste Patricia du studio, m'a-t-elle dit en rentrant. Patricia, qui avait quitté l'entreprise 8 mois plus tôt. J'ai hoché la tête sans la corriger. Je l'ai juste observée pendant qu'elle se resservait un verre de vin et changeait de sujet. Les fondations de notre mariage se fissuraient, et un seul d'entre nous était honnête à ce sujet. 2 semaines avant que Kendra parte pour ce qui allait être sa dernière retraite, j'ai reçu un appel de Jerry, le conseiller financier de mon entreprise. Quelqu'un essaie d'accéder aux informations de vos comptes fiduciaires, m'a-t-il averti. Ils ont utilisé vos données personnelles, mais n'ont pas réussi à passer les protocoles de sécurité. Quel compte? Ai-je demandé, déjà certain de la réponse. Les fonds de l'héritage. Ils ont essayé avec les 4 derniers chiffres de votre numéro d'identité, mais ont échoué aux questions de sécurité. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté là, assis à la table, un long moment. Ce soir-là, Kendra est venue avec une proposition. On devrait simplifier nos comptes, a-t-elle dit sans me regarder. C'est ridicule d'avoir autant de connexions et de mots de passe différents. On devrait tout regrouper. Tu as probablement raison, ai-je répondu. Je vais en parler avec Jerry. Le lendemain, je suis allé à Atlanta. J'ai rencontré Rita Wallace, l'avocate de ma tante depuis 20 ans et désormais la mienne aussi. J'ai tout raconté, directement. Sans drame, sans accusation. Juste des faits. Quand j'ai terminé, elle a hoché la tête doucement. Votre tante a été très sage de recommander la structure d'un trust irrévocable. L'argent est protégé, quoi qu'il arrive dans votre mariage. Et si quelqu'un a tenté de transférer ses fonds sans autorisation? Elle s'est arrêtée un moment. Son expression est devenue plus sérieuse. Cela constitue une tentative de fraude financière. Et les conséquences légales sont très claires. J'ai acquiescé. Je veux tout documenter. Et je veux un système de surveillance qui nous alerte à la moindre tentative d'accès, de mouvement ou de modification liée à ce compte. Quand je suis rentré à la maison, Kendra avait déjà préparé ses valises pour la retraite. Elle m'a donné un baiser rapide avant de partir, déjà distante. Je vais peut-être prolonger cette retraite, a-t-elle dit sur le pas de la porte. J'ai besoin de m'investir vraiment dans cette pratique. Je l'ai aidé à charger les valises dans la voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis rentré et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas fouillé ses emails. Je n'ai pas envoyé de message à ses amis. Je n'ai pas activé la localisation. Je suis simplement allé sur notre cloud partagé, là où nous stockions les documents liés à la maison. Il y avait un dossier intitulé « Idées de rénovation », un projet que nous avions envisagé de lancer cette année. C'est là que j'ai trouvé ce que je cherchais. Des documents qu'elle avait oublié de déplacer ou de supprimer, capture d'écran de mes comptes, copies de relevés, notes sur les protocoles de transfert, et une photo d'un tableau blanc avec des chiffres, le montant exact de mon héritage, moins 20%, avec une annotation, frais de transfert. Elle planifiait cela depuis des mois. J'ai fermé le dossier. J'ai marché dans la maison, entouré de meubles soigneusement choisis et d'œuvres d'art qui racontaient l'histoire de ce que nous prétendions être, et,
pour la première fois, j'ai ressenti un calme étrange. La trahison en elle-même ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est ma propre réaction. Aucune colère. Aucun deuil. Juste de la clarté. J'ai enfin vu notre mariage pour ce qu'il était réellement, une transaction. Et elle mettait fin à la nôtre parce qu'elle avait trouvé quelque chose de plus rentable. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain, j'ai commencé à passer des appels. Quand l'email de Kendra est arrivé, 5 jours plus tard, tout était déjà en marche. J'ai attendu exactement 24 heures avant de faire mon premier mouvement. Aucune réaction émotive. Aucun appel désespéré. Juste des étapes calculées. D'abord, j'ai contacté Jerry et Rita. Je leur ai transféré l'email de Kendra avec une simple note. Document demandé. Les deux ont confirmé la réception. Aucun d'eux n'a eu besoin d'explications supplémentaires. Ensuite, j'ai appelé Thomas Webb, l'avocat spécialisé en divorce que Rita m'avait recommandé quelques mois plus tôt, lors d'une de ses conversations, juste au cas où. Sa secrétaire a fixé un rendez-vous pour l'après-midi même. Vers midi, Kendra m'a envoyé un message. « Tu as vu mon email ?» J'ai simplement répondu. « Oui. » Quelques minutes plus tard. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Je n'ai pas répondu. À la place, je suis allé au cabinet de Thomas, en centre-ville. Rita a participé en visioconférence. En consultant les documents, Thomas a résumé. La tentative de transfert laisse une trace écrite. Il y a plusieurs éléments en votre faveur. Les fonds sont hérités, ils n'ont jamais été mélangés aux biens du mariage, ils sont protégés par une structure juridique, et maintenant, elle a avoué, ouvertement, avoir tenté d'y accéder sans autorisation. Et maintenant ? Demandai-je. Il faut déposer immédiatement une demande de divorce pour faute financière, répondit Thomas. La Géorgie n'est pas un État à faute partagée lorsqu'il y a fraude. J'ai signé les papiers avant de quitter le cabinet. À 16h30, mon téléphone a sonné. Le nom de Kendra est apparu à l'écran. « Tu es immature » a-t-elle lancé dès que j'ai décroché. Pas de « bonjour ». Pas de « comment tu vas ». Il n'est pas nécessaire que ce soit aussi compliqué. Je suis d'accord, ai-je répondu. Alors agissons en adulte. L'argent a déjà été transféré. Si tu contestes, tu vas juste dépenser davantage en avocat. Où est-ce que tu loges ? Ai-je demandé, changeant de sujet. Elle a marqué une pause, surprise. Pourquoi cette question ? Juste curieux de savoir ce que tu considères comme « maison » maintenant. Miles, concentre-toi. On doit discuter des accords financiers. Mon avocat prépare déjà les documents. Ce sera plus simple pour nous deux si on règle ça proprement. Qui est ton avocat ? David Lawrence. Il est en train de tout examiner. J'ai noté le nom. C'est utile. Merci. Tu m'écoutes ? Ce n'est pas obligé d'être difficile. Tu l'as déjà dit, ai-je répondu d'une voix neutre. J'apprécie ton souci de rendre les choses plus simples. Nouvelle pause. Qu'est-ce que tu comptes faire ? A-t-elle demandé. Pour l'instant, rien. Je crois que je suis juste en train d'assimiler tout ça. J'ai senti sa tension se dissiper au bout du fil. Elle a interprété mon calme comme une forme de résignation. C'est la meilleure chose à faire, a-t-elle dit, d'un ton plus doux. Ça fait des années qu'on s'éloigne. C'est plus propre comme ça que de faire traîner. Tu as raison, ai-je acquiescé. Propre, c'est mieux. Dès qu'on a raccroché, j'ai rappelé Thomas et lui ai transmis les informations sur David Lawrence. Ensuite, j'ai envoyé un seul message à Kendra. Je prends un peu de temps pour réfléchir. Je te recontacterai quand je serai prêt à discuter des détails. La réponse est arrivée presque aussitôt. Ne tarde pas. Les papiers seront prêts d'ici vendredi. Vendredi ? Il restait 3 jours. Parfait. À 18h, j'ai reçu un appel de Rita. La banque a enregistré 3 tentatives de transfert aujourd'hui. Toutes ont été bloquées et documentées. Le système de surveillance a tout capté, adresse IP, tentative de connexion, horaire, et la localisation correspond à son email. Arizona. Scottsdale, Pasadena. Elle a marqué une pause. Il y a autre chose. Le système a signalé une activité suspecte le mois dernier.
Quelqu'un a exporté des données de compte et des protocoles de transfert depuis ton réseau domestique. Nous avons les horaires et les identifiants de l'appareil. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai déambulé dans la maison vide, qui ressemblait désormais davantage à une scène de crime qu'à un foyer. Dans la cuisine, j'ai ouvert cette bouteille de vin de 20 ans que nous avions gardée pour notre 15e anniversaire de mariage. J'en ai versé 2 doigts dans un verre. Kendra croyait avoir tendu un piège. Elle ne savait juste pas qu'elle y était tombée elle-même. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de David Lawrence. Son ton était professionnel, mais prudent. Monsieur Hartley, je représente votre épouse dans le cadre de la séparation. Elle m'a dit que vous étiez ouvert à un accord à l'amiable. C'est ce qu'elle a dit? Brève hésitation. Elle m'a dit que vous compreniez la situation. Quelle situation, exactement? Nouvelle pause. Le partage des biens. Y compris les fonds récents issus de l'héritage. Vous a-t-elle montré des documents concernant ces fonds? Oui, des relevés. Récents. D'environ 3 mois. J'ai noté mentalement. Et des confirmations de transfert? Elle a dit qu'elles étaient en cours d'envoi à la banque. Je vois, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Et elle vous a aussi parlé de la structure de l'héritage? Du crédit irrévocable mis en place par ma tante défunte? Et de l'illégalité de ce qu'elle prétend avoir fait? Silence à l'autre bout du fil. Monsieur Lawrence, ai-je poursuivi, je vous suggère de vérifier attentivement les informations que votre cliente vous a fournies avant d'aller plus loin. Mon avocat vous enverra aujourd'hui même les documents nécessaires. Après avoir raccroché, je suis allé à la banque Brightstone, la même où Kendra et moi avions nos comptes personnels depuis des années. Le directeur, Harold, nous avait aidé à refinancer notre prêt hypothécaire il y a 2 ans. J'ai besoin de revoir les mouvements récents sur tous les comptes conjoints, ai-je expliqué une fois dans son bureau. Harold a accédé aux données. Son expression a changé au fur et à mesure qu'il faisait défiler l'écran. Il y a eu des retraits importants ces 3 derniers mois, dit-il. À quel point important? Il a tourné l'écran vers moi. Des virements réguliers de notre compte joint vers un autre que je ne reconnaissais pas. Ils avaient commencé petits, 2000, 3005 cents, et avaient augmenté. Le plus récent, 47 000 $, il y a 2 semaines. Ce compte récepteur, ai-je indiqué du doigt, est aussi chez Brightstone? Harold a vérifié. Non. Il est externe. Northern Lac Credit Union. Je n'en avais jamais entendu parler. Pouvez-vous imprimer l'historique des 6 derniers mois? Pendant que j'attendais les impressions, j'ai reçu un message de Thomas. Lawrence demande une réunion urgente. Ton complètement différent. Quand je suis revenu au cabinet de Thomas, l'image commençait à devenir très claire. Le compte chez Northern Lac avait été ouvert il y a 8 mois. Au seul nom de Kendra. L'adresse associée au compte était un appartement à Scottsdale, en Arizona. Montant total retiré des comptes conjoints, 178 250 $. Elle construisait déjà une nouvelle vie depuis un bon moment, commenta Thomas. Tout en ayant encore accès à la mienne, ajoutai-je. Nous étions en train d'examiner les relevés bancaires quand l'assistante de Thomas apparut à la porte. David Lawrence est en ligne, annonça-t-elle. Nous avons pris l'appel en haut-parleur. J'ai reçu la documentation concernant le crédit, dit-il, la voix visiblement plus tendue. Il se peut que ma cliente ait déformé certains aspects de la situation financière. Y compris sa capacité à accéder à ses fonds ou à les transférer. Cela en a tout l'air, répondit Thomas, sans détour. Compte tenu de ces nouvelles informations, je pense qu'il serait bénéfique de réévaluer notre approche. Mon client a déjà déposé une demande de divorce pour mauvaise conduite financière. Les documents parlent d'eux-mêmes. Une fois l'appel terminé, Thomas me lança un regard ferme. Il abandonnera l'affaire d'ici ce soir. Aucun avocat sérieux ne voudra rester associé à ça. Et l'argent qu'elle a effectivement retiré des comptes conjoints? Ce sera inclus dans la requête. Documente tout. Elle expliquera au juge pourquoi elle a créé une résidence secrète et vidé systématiquement les biens du mariage. J'acquiesçai, ressentant un vide étrange. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais. Ce n'était pas un élan impulsif. C'était prémédité. Planifié froidement, alors qu'elle dormait à mes côtés, mangeait en face de moi et faisait des projets avec moi. Il y a une autre chose, dis-je. J'ai besoin de savoir qui il est. Pas pour l'affronter.
ni pour l'utiliser dans la procédure. Je voulais juste comprendre l'ampleur de ce que j'avais ignoré pendant que je croyais que nous construisions une vie ensemble. Thomas acquiesça. Je vais faire appel à quelqu'un pour enquêter. Ce soir-là, la sonnette retentit. J'ouvris la porte et me retrouvai face à un livreur avec une enveloppe. Livraison pour Miles Hartley. À l'intérieur, il y avait une lettre de David Lawrence officialisant son retrait en tant qu'avocat de Kendra. Des copies avaient été envoyées à elle et au tribunal. En pièce jointe, un mot de Thomas. Premier domino. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'alluma. Kendra appelait. Je laissai sonner jusqu'à la messagerie. Elle rappela 3 fois de plus. Puis envoya un message. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Je n'ai pas répondu. Appuyé contre le comptoir de la cuisine, en train de manger un sandwich, je reçus un email de Rita. Objet, mise à jour. La société bancaire avait terminé son enquête. Des tentatives d'accès non autorisées avaient été enregistrées au cours des 3 derniers mois, tout était documenté, adresse IP, horaire, appareil utilisé. Le rapport était joint, accompagné de la confirmation que le dossier avait été transmis au service juridique pour une éventuelle enquête criminelle. Aucune action requise de votre part pour l'instant, écrivait Rita. Mais sachez que cette voie est maintenant ouverte. J'ai tout transmis à Thomas. Peu après 21 heures, nouveau message de Kendra. Il faut qu'on parle. Maintenant. J'ai répondu. Avec ton nouvel avocat. Quand tu en auras un. Tu es allé beaucoup trop loin. J'étais en colère quand j'ai envoyé ce mail. Je n'ai rien transféré pour de vrai. Ce n'est pas ce que montrent les journaux d'accès. Long silence. Quels journaux d'accès? Au lieu d'expliquer, j'ai envoyé une seule question. C'est qui? 20 minutes sans réponse. Puis enfin. Ça n'a rien à voir avec lui. Non? Nouvelle pause. Plus longue. Jason. Mais il n'a pas d'importance. Nom de famille, Berkeley. C'est juste un ami. Il m'aide à traverser tout ça. Tu te concentres sur la mauvaise chose. Je n'ai plus répondu. À la place, j'ai fait des recherches sur ce nom. Jason Berkeley. Instructeur de yoga à Scottsdale. Ancien courtier en investissement, selon son profil LinkedIn. Il a quitté le secteur financier il y a 3 ans pour chercher des connexions plus profondes. Le lendemain matin, je croisai Frank, notre voisin. Le type que tu as vu déposer Kendra ici, commençai-je. Tu pourrais le reconnaître? Frank secoua lentement la tête. Grand gars, barbe, conduisait une Tesla grise. Je lui montrai une photo tirée d'un email de Kendra. C'est lui? Il plissa les yeux. C'est bien lui. Il est venu ici 5 ou 6 fois pendant que tu étais en voyage. Je le remerciai et lui demandai s'il accepterait de faire une déclaration. Frank accepta sans hésiter. À 11 heures, Thomas m'appela. On a un problème. Kendra a engagé Philippe Barnes. Barnes. Connu pour son approche agressive en matière de divorce. Cher, mais redoutable. Il a demandé une audience en urgence pour contester l'accusation de mauvaise conduite financière, poursuivit Thomas. Il affirme que sa cliente a des preuves que toutes les décisions financières ont été prises ensemble, en toute transparence. Quand est l'audience? Lundi. Dans 3 jours. Je pensais à l'appartement à Scottsdale. Au compte de la Northern Lake. À un certain Jason, qui avait été dans ma maison pendant mon absence. Alors donnons à Barnes matière à réfléchir, dis-je. Ce même après-midi, Thomas envoya un dossier au cabinet de Barnes contenant les journaux d'accès de la banque. Les relevés bancaires montrant les retraits systématiques. Le contrat de location de l'appartement à Scottsdale. La déclaration notariée de Frank concernant les visites de Jason. Et les captures d'écran du dossier idée de rénovation, dans lequel Kendra prenait des notes sur la manière d'accéder à mes comptes. À 17 heures, Thomas a reçu un appel de Barnes demandant une réunion urgente pour discuter d'un accord. Il en a vu assez, dit Thomas ensuite. Il propose une séparation nette, elle garde ce qu'elle a déjà pris, ne fait aucune autre réclamation, et tu gardes le reste, y compris la maison et l'héritage. Contre-proposition, répondis-je. Elle rend la moitié de ce qu'elle a retiré des comptes conjoints et signe un accord de confidentialité. En échange,
je ne poursuis pas l'accusation de fraude. Thomas haussa un sourcil. Tu pourrais obtenir plus. Je ne veux pas plus. Je veux tourner la page. Le matin de l'audience d'urgence, Kendra et son avocat arrivèrent au tribunal et trouvèrent Thomas les attendant, accord de séparation déjà imprimé et prêt. Pas de Barnes. Pas de juge. Pas de spectacle public. J'attendais dans la salle de consultation pendant que Thomas exposait les termes. Kendra restituerait 89 275 $, soit la moitié du montant pris sur les comptes conjoints, sous 24 heures. Elle ne ferait aucune réclamation sur l'héritage ni sur d'autres biens. Et elle signerait un accord de confidentialité, l'interdisant de parler de notre mariage ou du divorce à qui que ce soit. En échange, je ne poursuivrai aucune accusation de fraude liée à la tentative de vol des fonds du crédit. À travers les vitres, j'observai son visage lorsque Thomas lui remit le dossier, photos, déclarations, historique d'accès. Son expression changea. De l'arrogance, elle passa au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à la défaite. Elle jeta un coup d'œil rapide vers la pièce où je me trouvais, mais détourna le regard presque aussitôt. Barnes examina les documents, se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle hocha lentement la tête. 10 minutes plus tard, ils entrèrent dans la pièce. Ma cliente accepte les termes, déclara Barnes d'un ton formel. Thomas fit glisser l'accord sur la table. Kendra signa sans même le lire. L'écriture tremblante, mais déterminée. Je signai à mon tour, puis poussai une enveloppe séparée vers elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Ce furent ses premières paroles à mon adresse. « Les mots de passe » répondis-je. « Pour le stockage en ligne, l'alarme de la maison, tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour récupérer ce que tu as laissé. » Ses yeux croisèrent enfin les miens. Ils cherchaient de la colère. Cherchaient un triomphe. Ils ne trouvèrent ni l'un ni l'autre. Elle semblait plus perdue que je ne l'avais jamais vue. Ça n'a jamais été une question d'argent, dit-elle à voix basse. Ça aurait été plus facile. Barnes lui toucha le coude pour l'inciter à se lever. Elle serrait l'enveloppe en quittant la pièce. Sans se retourner. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison de Victory Drive. Trop de pièces. Trop de souvenirs. Des choses que même une nouvelle peinture ne peut effacer. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec des jumeaux, ont adoré la véranda qui fait le tour de la maison et les hortensias le long du chemin en pierre. J'ai emménagé dans un petit appartement au centre-ville, à quelques pâtés de maison du bureau. Moins de meubles. Moins de bagages. Rita m'a aidé à restructurer l'héritage de ma tante en fondation. Des bourses d'études en architecture, destinées aux jeunes ayant perdu leurs parentaux, comme moi. La première boursière fut une jeune fille de 17 ans, du sud de la Géorgie. Son essai sur « La création d'espaces qui guérissent » a ému le comité de sélection. Hélène l'aurait adoré, dit Rita le jour de la remise de la bourse. J'ai beaucoup pensé à ma tante. À sa sagesse pragmatique. À son insistance sur le fait que bâtir quelque chose de durable exige à la fois vision et vigilance. Un après-midi, en allant chercher le courrier dans le hall de l'immeuble, je trouvai une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un chèque d'un montant exact de 89 275 $. Et un mot, simple et direct. Le reste de ce que je te devais. Pas seulement l'argent. Aucune signature. Inutile. Ce soir-là, je suis allé marcher au bord de la rivière, l'endroit même où Kendra et moi, des années plus tôt, avions parlé d'ouvrir un espace ensemble. Elle s'occuperait du bien-être. Moi, du design. Un rêve mort bien avant notre mariage. Je me suis assis sur un banc, regardant passer les cargos. Le chèque toujours dans ma poche. Le lendemain, je le déposerai sur le compte de la fondation. Une bourse de plus. Une chance de plus de bâtir quelque chose qui dure. Mon téléphone vibra. Message de Géry. Dîner toujours prévu à 19 h. Je viens avec cet architecte dont je t'ai parlé. Je regardais l'heure. Assez de temps pour rentrer, me changer et aller au restaurant. Assez de temps pour décider de dire oui à ce qui viendrait ensuite. En chemin, je répondis au message et me levai, faisant face à la nuit. Parfois, la réponse la plus forte à la trahison. Ce n'est pas la vengeance. C'est la reconstruction. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre que, parfois, la meilleure réponse à une trahison n'est pas la vengeance, mais la reconstruction.
Avancez avec dignité, transformez la douleur en force, et utilisez ce qu'on a perdu pour construire quelque chose de plus grand. Et vous? Pensez-vous que se reconstruire est plus puissant que se venger? Laissez votre avis en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!